Peut-on qualifier sa littérature d'africaine alors qu'on habite ailleurs? Et j'ai envie de savoir justement comment est-ce que eux, ils voient cette question de la territorialité et évidemment, on parlera après de ce que c'est et ce que représente la mondialisation et tous ces questionnements pour un écrivain. Alors on va commencer peut-être par Sami. Sami Tchak, the floor is yours. Oui, ben, je n'avais pas dit bonjour, mais c'est maintenant que j'ai la parole. Je commence par dire bonjour à toutes et à tous. Oui, la question qui est posée est un peu complexe, mais pour un écrivain, c'est peut-être l'une des plus faciles, parce que il y a tellement de choses à dire que on pourrait se permettre de dire n'importe quoi sans être dans le hors-sujet. Non, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. À un moment, la question de la territorialité, est-ce qu'elle définit un écrivain? Déjà, je pars de l'idée que un écrivain a un territoire intime. Pour moi, c'est ce qui le différencie de tous les autres. Son territoire intime, à partir duquel il peut fréquenter tous les territoires du monde sans être soluble dans ce qu'on pourrait appeler le monde. Parce que le monde est à la fois quelque chose de particulièrement beau, mais pour moi, ça ne veut rien dire pour un écrivain. Quand il est monde, c'est qu'il n'est rien d'autre que monde. L'écrivain est d'abord rien du tout à l'intérieur de soi, où il cherche à retrouver l'humain dans ce qu'il y a de plus invariant. Les territoires, moi j'en ai fréquenté beaucoup, au point peut-être parfois de donner l'impression que j'ai oublié le mien, mon pays d'origine. Beaucoup de mes romans se passent en Amérique latine, à Cuba, au Mexique, en Colombie. Ensuite, quand on dit que je suis revenu chez moi, je ne me sens pas camerounais. Quand mes romans se passent au Cameroun, en Guinée ou au Mali, je ne suis ni guinéen, ni malien, ni camerounais. Cependant, je ne me suis jamais perdu de ce territoire qui est peut-être le plus certain, c'est-à-dire mon territoire intime dont je parle, dont j'ai parlé au début, et qui peut-être est celui avec lequel j'ai le plus de problèmes, parce qu'il me faut l'explorer, l'habiter, et en tant qu'écrivain, je crois que le plus difficile, c'est de parvenir à s'habiter le plus profondément possible pour être à la fois unique et peut-être avec un peu de prétention universelle. Ah ben merci beaucoup. Sous vos applaudissements, évidemment. Merci beaucoup. Abdourahmane Ouaberi, on a envie de savoir sur cette territorialité. Alors l'intime, l'universel, l'en dedans, l'en dehors. Quelle est votre appréhension justement de cette question? Je ne pourrais pas... D'abord, bonjour, parce que j'aime bien dire bonjour avant de parler. Et bonjour à Fouad qui vient d'arriver, mon grand frère. En fait, c'est une question à la fois complexe et sur laquelle l'auteur ou l'écrivain ou l'artiste en général n'arrête pas de fréquenter, de cultiver. Donc, on peut parler que sur ce qu'on sent en ce moment, hein, d'une manière très, très modeste, très fugace, parce que sinon, ça ferait la recherche du temps perdu, n'est-ce pas? On n'a ni les talents, ni l'espace, ni la disponibilité d'un Marcel Proust. Ce qui m'habite en ce moment, on va dire plutôt ça comme ça, après avoir fait des œuvres qui essayaient d'appréhender le grand dehors, comme dit Michel Lebris, ou qui parlaient du territoire natal, ce que j'avais fait dans un premier temps dans mes 3 premiers ouvrages. Après avoir un peu exploré la douleur des autres avec les génocides des Tutsis au Rwanda. D'ailleurs, je vais rendre visite au Rwanda dans 3 semaines, ce qui me fera renouveler mes émotions auprès de ces pays. En ce moment, j'habite, comme disait Jean-Marie Leclésio hier, il y a la verticalité et l'horizontalité. En ce moment, j'habite dans une espèce de verticalité
et verticalité, il entendait ça par les territoires de l'intimité et de l'intérieur. Il a fallu que je dépasse la cinquantaine pour revenir à moi et faire une petite révolution sur moi-même, comme je dis souvent, pour parler de quelque chose de plus personnel, plus intime, à savoir la question du corps, de la vulnérabilité, de la douleur, que j'ai abordé dans un diptyque, 2 romans, Pourquoi tu danses quand tu marches et Dis-moi pour qui j'existe. Et dans ces territoires de l'intime, de la famille, du corps et de ma personne, de mon corps qui était souffrant longtemps, j'ai choisi d'avoir pour partenaire de dialogue, si j'ose dire, ma fillette, qui a aujourd'hui 10 ans, et que j'avais commencé la discussion il y a à peu près 4-5 ans, quand elle avait 6 ans. Et cet enfant a commencé cette conversation, justement, en recueillant ou en me transmettant les bruits de la famille, si j'ose dire, les mots de précaution, de déférence, quand on lui disait, par exemple, tu ne peux pas demander à ton père ça. Parce que la famille, les grands-parents, les oncles, etc., disaient, mais tu ne peux pas demander à ton père ça, Bérénice, t'es folle. Et ce que ne pouvait pas demander cet enfant à son père, c'était, par exemple, de la faire monter à vélo. Voyez, parce que le père, il ne sait pas faire du vélo. Elle me disait, mais je t'ai jamais fait de skate, tu vois, ou je t'ai jamais vu à ski. Et donc cet enfant recueillait les prévenances des grands, de la famille, et l'adressait aux parents, au père que j'étais. Et j'ai dû avoir la même histoire il y a longtemps avec mes grands-enfants, mais je n'avais pas les oreilles pour entendre à l'époque, parce que j'étais plus enfermé dans ma douleur, et je voulais casser à la gueule à tout le monde, à quiconque voudrait parler. Si Fouad me disait, tu boites aujourd'hui, Abdelrahman, je lui dis, on va dehors, et on va régler ça, vous voyez, parce que j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Alors que là, je me suis dit, finalement, la cinquantaine passée, je peux regarder mes culottes sales et je peux dire à cet enfant, oui, je boite, oui, à 6 ans, j'ai eu la poliomyélite, et oui, j'en ai voulu à la terre entière, mais maintenant, ça va. Ah, maintenant, ça va. Bravo. Bravo. On va passer la parole à Rodney Saint-Éloi parce que je suis très intéressée de savoir ce que représente Haïti déjà, qui occupe une place particulière dans l'imaginaire collectif et en Afrique et dans le monde. Mais cette question du territoire est importante parce qu'à Haïti, il y a beaucoup, par essence, de déracinés, hélas. On a eu le temps d'en parler, l'occasion d'en parler notamment avec Mackenzie Orsel. Mais que représente justement cette question de la territorialité quand on est un écrivain haïtien? Oh, excusez-moi, c'est un peu difficile parce que c'est des territoires interdits, il y a des territoires habités, des territoires non habités, il y a des territoires fascinants et des territoires en fait de non-droit. Et Haïti fait partie des territoires de non-droit qui ne devaient même pas être cités. Je suis ici peut-être même par infraction, parce que des gens comme moi ne devaient pas être ici. Donc je pense que ça me fait plaisir d'être ici. Mais des gens comme moi sont souvent interdits de ce cheminement-là. Donc si je suis ici, il faut que je le reconnaisse, que ce n'est pas un droit, ce n'est pas un devoir, c'est une exception. Donc il y a des territoires qui sont des territoires d'exception. Haïti existe parce que Mackenzie Orsel est ici, parce que je suis ici, sinon la chancellerie m'empêcherait d'être ici. Je suis ici parce que j'ai un passeport canadien qui fait que je suis ici. Mais quand on est haïtien, on ne peut pas circuler, on n'a pas le partage du monde, on ne peut pas être dans le monde. C'est-à-dire on doit contourner le monde, on doit démonter le monde pour exister. Et je pense qu'on est dans la déconstruction, une manière de défaire le monde pour être dans le monde. Donc il n'y a pas de territoire, nous n'avons pas de territoire, notre territoire est marqué d'abord par des catastrophes naturelles, par le séisme, par des ouragans et par le regard des autres qui est souvent un regard qui nous détruit, un regard qui nous impose à une injonction qui est la non-existence de nous, de notre corps qui n'est pas bienvenu, de notre corps qui est un corps à pleurer, qui est un corps à jeter, et de notre imaginaire qui est un imaginaire complètement du passé. Complètement du passé, quand on dit le pays où la négritude se mit debout pour la première fois et dit qu'elle croyait à son humanité, comme le disait Césaire, c'est comme si Haïti joue un rôle fondamental, mais c'est un rôle beaucoup plus symbolique. Et dans la réalité, Haïti est devenu là le territoire où il ne faut pas être. Pour ce qui est du territoire congolais, et tu fais peut-être bien de montrer ces livres-là, qui est le dernier, mais qui s'inscrit dans
la série des 3 livres qui tous portent sur le Congo, je pense que de l'autre côté, du côté où se trouve celui qui me lit, on voit assez facilement ce territoire que moi j'appelle l'obsession congolaise. Je suis à Ottawa, dans la capitale du Canada, pays multiculturel par excellence, parce qu'il le revendique depuis 1973, que Pierre Elliott Trudeau, le père de notre actuel Premier ministre, a inscrit le multiculturalisme comme valeur centrale du Canada. On a beau se trouver dans ce territoire-là, mais je suis toujours habité, hanté, obsédé par ce territoire de 2 348 000 km² et qui fut autrefois la possession, figurez-vous, d'un individu. Un individu, ça aurait pu être un monarque africain parmi tant d'autres, mais c'était un monarque belge, Léopold II pour ne pas le nommer, qui n'est jamais retourné, qui n'est jamais parti au Congo pour fouler de ses pieds ce territoire qui lui avait été accordé à Berlin en 1885. Je suis intrigué, fasciné et hanté par ces territoires. Comment fait-on pour être 500 ethnies et s'aligner comme ça, de manière tout à fait inconsciente, mais de manière radicale, derrière un monarque étranger? Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué. Et comment on sort de cette possession derrière cet individu-là, et dont les traces sont dans ce dernier roman, pour devenir une colonie belge? Comment on échappe à la colonie belge en 60 sous la figure d'un Lumumba et d'autres pour devenir, derrière un seul homme, tel disait le slogan, la chose d'un certain Mobutu, dont le corps repose dans ce royaume chérifien où il avait beaucoup d'amis, un ami particulier, le roi Hassan II. Et après, comment on échappe, grâce à la mort à Mobutu, pour redevenir ce que Conrad, par une formule peut-être partie de bons sentiments, mais assez malheureux, avait résumé dans Le cœur des ténèbres. C'est toutes ces questions, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, et mon deuxième roman, Sans capote ni kalachnikov, revient sur cette question-là, quand on parle du Congo, y compris avec encore une fois des très bonnes intentions, des intellectuels, des journalistes, africains compris, ils nous reparlent encore du cœur des ténèbres, que je traîne de cette partie douloureuse du Congo qui est le mien, et c'est ce que j'essaie de dire. Et je termine par ce détail parce que j'ai dit de territoire de l'obsession congolaise, parce que j'ai réellement tenté à plusieurs occasions, depuis que je suis publié, de me lancer dans d'autres projets, mais j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de pesanteur qui me ramène constamment à l'énigme congolaise, et tant que je ne l'aurai pas résolu, peut-être n'irai-je nulle part ailleurs. Alors, Édouard Glissant a dit: la mondialisation ne signifie pas l'uniformisation, mais la reconnaissance de la diversité et la complémentarité des cultures. Vous habitez dans d'autres territoires, même si Fouad Laroui nous a expliqué qu'il n'avait jamais écrit sur les Pays-Bas, mais Pays-Bas a été, et ça, la culture évidemment néerlandaise, forcément a imprégné à un moment ou à un autre son imaginaire. Mais cette question de la mondialisation, est-ce que c'est une bonne chose, quelque chose qui aide, qui dénature les récits ou pas? Alors j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est à vous de nous répondre justement sur cette question-là. On va commencer par Abdourahmane Ouaberi. L'aîné, Samy Tchak. Bon, Samy, peut-être nous dire justement cette question de la mondialisation. Est-ce que c'est l'uniformisation ou la reconnaissance de la diversité? Oui, bon, là, on arrive à peut-être à la question qui me semble la plus difficile, pour laquelle on aurait dû convier des universitaires. Parce qu'il y a quand même des questions pour lesquelles les universitaires ont une réponse et qui sont peut-être au-dessus de la capacité des écrivains. Mais je vais essayer de faire comme un universitaire. Ça veut dire que ça pourrait être difficile à comprendre parce que... Oui, bon. Oui, j'avertis tout de suite parce que... Essayez, Samy. On va faire de notre mieux pour comprendre. Ça peut être des concepts. Si vous ne les comprenez pas, sachez tout simplement que c'est parce que c'est intelligent. Donc bon, ça c'est vrai. Au moins, on part sur cette base et ça pourra aller. Non, je crois franchement qu'à un moment, nous tournons autour d'une question qui est complexe et simple. Mondialisation, monde, littérature, monde, pour peut-être redéfinir le rapport entre ce qui était considéré comme centre et ce qui est considéré comme périphérie. Et en général, tous les débats que nous menons à partir des changements perceptibles
qui ne sont qu'apparents, ne font que nous ramener à la même chose, c'est-à-dire l'élément que nous tentons de déconstruire, le pouvoir unique du centre. Je m'entends quand même quand je le dis. Qu'est-ce qui a réellement changé pour que nous parlions de reconnaissance, de mondialisation? Rien du tout. Nous avons plutôt une reconnaissance relativement visible de quelques écrivains venus d'ailleurs par le centre. Si je suis francophone ou français, moi j'ai un passeport français, donc je peux aussi me considérer comme français, même si ça ne se voit pas. Oui, ça ne se voit pas tellement, non, c'est vrai. Mais je suis français quand même. Si je suis français et francophone, une chose est aussi claire, je viens d'un pays africain, le Togo, mais je sais que mon existence en tant qu'écrivain dépend de Paris, c'est-à-dire l'éditrice à Paris, les critiques qui parfois ont la complaisance de dire du bien de mes textes, Paris, l'essentiel des lecteurs, c'est-à-dire 2,5, qui parfois passent dans une librairie pour acheter mes livres, Paris ou en France, je sais que j'ai un rapport encore plus renforcé avec la France et Paris. Rien sur ce plan n'a changé. J'en viens par anticipation à une question que je vois que tu vas poser, parce que je sais que tu vas la poser, parce que j'ai lu quand même dans le programme, c'est qu'à un moment, on part de prix donnés à des écrivains africains pour dire, vous voyez, le monde a changé, il n'y a plus la périphérie, il n'y a plus le centre, mais qui a donné le prix. Si un jour, Maï me dit, viens au Maroc, je te donne un prix chez moi, je ne le refuserai pas. Hein. Vous me donnez le prix Maï Bin Bin, je le prends. Je vais le fêter, mais personne n'en parlerait. Sous vos applaudissements. Personne, c'est vrai. Oui, personne ne considérerait que ça a une importance. Mais si demain, à Paris, peut-être une dame riche créait un prix avec son nom et me le donnait, ça ferait un écho. Le président de mon pays pourrait m'envoyer une lettre pour me féliciter. Non, mais c'est vrai. J'ai eu quand même une lettre de félicitations de mon pays quand j'avais eu le prix Renaissance française de l'Académie d'Outre-mer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça signifie quand même. Prix de la Renaissance française de l'Académie des sciences d'Outre-mer. C'est-à-dire une académie qui était créée au temps de la colonisation. Ma Renaissance française est au temps de la colonisation. Et à ce moment-là, j'ai reçu quand même une lettre du ministre de la Culture du Togo que le président de la République avait choisi pour me féliciter. Récemment, il y a des Ivoiriens très gentils qui ont un prix Ivoire de la littérature. J'étais en Côte d'Ivoire, un accueil magnifique, réception du prix. J'ai attendu quand même parce que je croyais que ça allait être systématique. Une petite lettre du ministre de la Culture de mon pays. Rien n'est venu parce que c'est la Côte d'Ivoire et que ça n'intéresse personne. Donc, à un moment, il faudrait que nous arrêtions de nous mentir. Rien n'a changé, il n'y a pas de mondialisation. Il y a quand même, dans notre insertion plus grande aux systèmes occidentaux, la place encore plus centrale des pays occidentaux sur notre destin d'écrivain. Le jour où un écrivain français, et je le disais à mon petit frère qui m'appelle, est né en sachant qu'il y a peut-être sur cette table des gens qui sont plus vieux que moi. Moi, je suis quand même dans ma deuxième jeunesse, mais j'assume parce que lui, il est très jeune. Je disais quand même qu'on pourrait peut-être parler de mondialisation si les espaces géographiques et les instances de légitimation étaient dispersés sur tous les territoires et qu'un jour, un écrivain obscur français que personne ne connaît à Paris était révélé au monde grâce au Maroc ou à Lomé, au Togo. Ce n'est pas ce qui se passe. Nous sommes quand même dans un mouvement vraiment centripète, tout le monde vers Paris ou Londres ou Washington.
Personne ne vient quand même de Paris pour se faire un nom à Dakar ou à Yaoundé. Donc, ce discours-là de mondialisation signifie quand même le renforcement de ce que j'appelle dans mes livres la verticalité occidentale à partir de laquelle on définit la valeur de chacun de nous. Quand quelqu'un a eu un prix qui est important en France, tout son pays sort les tam-tams et danse. Et tant que ça sera comme ça, il faudrait que nous reconnaissions notre dépendance à un centre qui domine tous les discours, qui croient qu'à partir de là, quelque chose a changé, sont même quelque part peut-être ce que je pourrais appeler la beauté de la paresse intellectuelle. Cette question justement de mondialisation, de périphérie et de centre, comme l'a dit justement Michel Lebris, où est-ce qu'on se situe quand on est un écrivain djiboutien, où on ne peut pas être d'ailleurs dans son pays, quand on a vécu en France, qu'on a enseigné aux États-Unis, qu'on se réfugie de temps en temps et de plus en plus souvent en Italie, comment est-ce qu'on se définit par rapport à cette question-là de la mondialisation ? Bon, merci Fatimata. Je suis vraiment d'accord avec mon grand frère Samy sur tout ce qu'il a dit sur l'analyse et encore les difficultés qu'il y a à se définir et à se décoloniser globalement. Mais j'ajouterais, c'est même pas une nuance, et il serait d'accord avec moi aussi, mais j'ajouterais une note. Je fais mon universitaire de pas de page. Il ne faut pas encore faire porter à l'artiste toutes ces incohérences-là, en plus. Tu vois ? Parce que c'est à moi qu'on demande pourquoi tu n'es pas à Djibouti, pourquoi on écrit en français, pourquoi, etc. Voyez ? Donc déjà, on a tellement de disparités, on a tellement des problèmes et comment on appelle, les interdépendances et les soumissions existent, qu'elles soient à l'échelle collective. Mais en plus, il ne faudrait pas faire porter ça à l'artiste lui-même. Ce n'est pas l'artiste qui est responsable de ces disparités-là et ces déséquilibres-là. Vous voyez, l'artiste, il essaie en plus avec tout ça de se débrouiller, n'est-ce pas? Donc c'était un peu la petite nuance. Cela étant dit, puisque tu parles de Michel Lebris, on a essayé, en 2007, il y a des éditeurs ici et des agents comme Pierre Astier et Laure Péchère qui sont là, peuvent le témoigner. On a quand même la force des artistes, y compris même s'ils sont individuellement seuls, quand ils se mettent en collectif, ils peuvent parfois faire des petites victoires symboliques. En 2007, il y a eu un manifeste qui s'appelait Pour une littérature monde. Je ne sais pas si ça intéresse les publics marocains, mais il n'empêche que ça fait partie de la discussion, puisque Jean-Marie Leclésio était là hier, vous avez cité Édouard Glissant et d'autres. Un groupe d'écrivains francophones et français, comme on dit, 44 d'entre eux, se sont réunis pour faire un petit coup de force. Et nous visions, puisque j'en faisais partie et j'étais même un peu un des activistes à l'intérieur, nous visions 3 institutions, à savoir l'université française, l'édition française et la presse française. Et nous disions simplement, ne nous séparez pas, ne séparez pas Amadou Kourouma de Jean-Marie Leclésio et ne séparez pas Fouad Laroui d'Abdelrahman Ouaberi, vous voyez, et de, je ne sais pas, Pierre Bourguignon. Oui. Nous sommes tous des créateurs de la langue française. Nous avons des interdépendances et des disparités. Mais à titre personnel aussi, il y a une fraternité, il y a une confrérie. Mais ne nous séparez pas, c'était ça. Mais cette manifeste-là a quand même ouvert des pistes. Et très vite, on a vu des institutions. Samy dira que ce n'est pas suffisant, c'est symbolique. Mais il n'empêche que on a eu des institutions, et je voyais même hier une éditrice qui me disait aujourd'hui on court après les écrivains francophones, alors qu'il y a à peine 10-15 ans, on les acceptait à dose homéopathique. Oui. Et la presse disait par exemple, j'en finirai là-dessus, quand on donnait un livre du Sud, comme on dit, un Camerounais, un Marocain, dans les grands journaux littéraires parisiens, on disait je ne connais pas ça, il faut donner au service politique. Oui. Et tu pourrais dire, comme dirait quelqu'un, comme dirait Jenna, mais couillon, quand tu rends compte d'un livre argentin ou coréen, tu ne te réfugies pas dans les mêmes arguments, n'est-ce pas? Oui, oui. Comme si le Maroc, je sais pas, l'Algérie, Djibouti, la Tunisie étaient encore une terra non incognita, alors que quand on rencontre un livre coréen, on ne prend pas ces précautions-là. Bien sûr. Donc, nous battons et les disparités, en tout cas, il ne faut pas les faire porter à l'artiste aussi, parce que sinon, ça va lui casser les dos. Merci. Oui.
Rodney Saint-Éloi, haïtien, cette mondialisation-là, cette créolité et tout ce que ça englobe sur le territoire et au-delà de Haïti, c'est vraiment des sujets qui sont prégnants, qui traversent toutes les œuvres caribéennes et bien au-delà, et évidemment la vôtre aussi, même si ça rejoint l'intime, et je recommande que trop ce dernier ouvrage qui est absolument magnifique. Quand il fait triste, Bertha chante. Je vous recommande, voilà, c'est vraiment magnifique. Donc, Rodney Saint-Éloi, cette question de la mondialisation de la culture, comment, en tant qu'écrivain et poète et éditeur, on appréhende cette question-là? Mais c'est toujours un décalage, puisque c'est un mensonge quand on parle de mondialisation. Dans ma propre perspective, je pense que quand un Américain regarde le monde, et le monde est à ses pieds. Moi, je n'arrive même pas, il n'y a pas de fenêtre pour moi en tant qu'Haïtien de regarder le monde. Donc, il y a plus de 7000 langues dans le monde et nous vivons avec 2, 3, 4, 5 langues. Il y a complètement des langues qui sont complètement des langues sous la langue des langues. Donc, il y a un monde, il y a un sous-monde. Mais moi, de ma perspective, ce qui m'intéresse, c'est quand je vais dans ces zones de mondialité, dans ces zones de grande centralité, comme dans les grandes villes, et regarder dans ces grandes villes des conditions, des humanités qui sont complètement dans des conditions d'échec, dans des conditions de grande misère. C'est comme je vis au Canada, au Québec, à Montréal, et j'ai découvert en fait ce qu'on appelle au Québec les réserves. Donc c'est-à-dire qu'on ne fait que nous parler de la conquête, d'une histoire, de la conquête, d'une histoire, de la possession, mais la plus grande histoire du monde, c'est l'histoire de la dépossession. On ne nous a pas parlé. On a parlé de territoires, comme s'il y avait des territoires à conquérir, mais en fait, on n'a pas parlé de la perspective des gens qui sont dépossédés. Et dans ces territoires-là, le territoire québécois, et j'ai découvert qu'il y avait des réserves, c'est-à-dire c'est des zones de non-droit. Donc en Occident, dans des pays de G7, on trouve des zones de non-droit où il y a, en fait, pas de la misère. De la misère, on trouve ça en Haïti, mais après, les gens mangent, les gens dansent, les gens, etc. C'est exceptionnel. Mais ça, on trouve des gens qui sont en situation de détresse, comme les autochtones. Et quand vous regardez les récits que ces pays font d'eux-mêmes, ces récits-là excluent ces territoires et ces individus et ces peuples-là. Et vous allez voir que ces peuples, c'était d'abord des Premières Nations. Et là, je pense à une femme qui est une femme sublime, qui était effacée de l'histoire du Québec, de l'histoire du Canada, qui s'appelle Joséphine Bacon, qui a écrit un poème, mais qui ne savait même pas que c'était un poème, parce qu'elle écrit, elle chantait en disant « Je me suis faite belle pour qu'on remarque la moelle de mes os, survivante d'un récit qu'on ne raconte pas ». Et quand j'ai vu ça, j'ai été étonné de voir qu'au Canada, il y a quelqu'un qui peut écrire survivante. Je pensais que, parce que la révolution au Québec s'appelle la révolution tranquille. Donc pour moi, je pensais que toute la bagarre, c'était en Haïti. Donc parce que même la révolution dans un pays, elle est tranquille. Donc comme le Québec, et puis elle écrit survivante d'un récit qu'on ne raconte pas. Donc il y a quelque chose qui commence. Ce quelque chose qui commence, c'est que même à l'intérieur de la mondialité, à l'intérieur de ces peuples qui nous disent solidarité, sororité, fraternité, il y a des poches d'exclusion qui sont très, 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 très fortes. Et même dans le récit qu'ils se font de leur littérature, vous n'allez peut-être, il y a 20-30 ans, vous n'allez pas voir une phrase sur la littérature autochtone, la littérature des Premières Nations. Ça n'existe pas. Vous n'allez pas voir une phrase sur les langues, Anishinaabe, il y a plein de langues. Donc, puisque toutes ces nations viennent avec leur langue. Donc, ce qu'il faut, nous assistons à une sorte il y a un ensemble d'imaginaires qui sont silenciés, un ensemble d'histoires qui sont silenciées, et un ensemble de gens qui vivent en dessous de la condition humaine, même en Occident. Parce que qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que moi je pense que j'ai essayé de faire en écrivant, vous avez parlé de Bertha, mais Bertha n'est pas dans les musées. C'est à moi d'écrire pour introduire Bertha, pour faire remonter cette humanité-là. Et je pense, en tant qu'écrivain, moi je me dis, est-ce qu'on est là pour jouer
à la belle conscience, à la bonne conscience, ou bien pour, en fait, frapper la porte à ces histoires-là, pour frapper la porte, ouvrir la porte de ces histoires-là qui n'ont jamais été racontées. Ouais. Et je pense qu'il y a peut-être cette mondialité-là, cette mondialisation ne va pas venir des discours dominants, peut-être que cette mondialisation va venir de ces discours-là, de ces récits qui n'ont jamais été racontés. Oui. Je pense que c'est notre rôle, c'est notre condition en tant qu'écrivain, oui, en tant qu'éditeur, et c'est ce qu'on essaie de faire. Blaise Ndala, comment est-ce que vous, plus jeune, justement, vous abordez cette question-là? J'ai une vision qui est très similaire à Samy, avec qui on discute depuis quelques années très très régulièrement sur ces enjeux. Je pense qu'effectivement, il y a une sorte d'hypocrisie dans tous ces discours qui partent des très bons sentiments et qui nous ferait croire que soudainement cette verticalité pourrait prendre son mot, disparaîtrait. Et il en a donné des exemples très intéressants. Moi, plutôt que de m'intéresser à ce que pourrait devenir ce qu'on appelait la littérature monde avec le manifeste et consorts, moi ce qui m'intéresse plutôt c'est une forme de, j'appellerais ça une sorte de multipolarité de la biodiversité. Je pense que ce que nous gagnerions concrètement pour échapper à cette verticalité et pour rejoindre ce que Rodney et Mémoire d'Ancry essaient de faire depuis 20 ans, c'était parvenir à avoir de pôles importants qui produiraient eux aussi des instances de légitimation qui ne viseraient pas à tuer ce fameux centre, mais qui viseraient à donner d'autres modèles, d'autres manières de voir, d'autres manières de valoriser la parole. Le fameux, le mot de Joséphine Bacan qui dit « Je suis survivant d'une histoire qu'on ne raconte pas ». On la retrouve chez les peuples autochtones. On la retrouve chez les pygmées de chez moi, dont les histoires ne sont pas non plus dans les manuels scolaires, dans la littérature du Congo. On la retrouve par ailleurs chez les Acadiens. Je paraphraserai avec le mot d'un certain Lacroix, je pense son prénom c'est Paul Lacroix, qui dit « Nous sommes restés 200 ans à ne faire qu'exister dans un silence qui perdure, à quelque chose près. » C'est des Acadiens qui le disent depuis la périphérie d'un autre centre qui est nôtre en Amérique du Nord, qui est Montréal. Pour les gens qui produisent à partir de Montréal, les gens de l'Acadie, au Nouveau-Brunswick, c'est la marge de la marge de la marge. Pour moi qui suis franco-ontarien, tout en étant congolais, à Ottawa, en Ontario français, à quoi 3% dans une mer anglophone, je suis la marge de la marge pour Montréal. Donc, on voit bien qu'on est toujours la périphérie de quelqu'un, en réalité. Et même pour Paris, on célèbre bien le Goncourt, mais vous pensez qu'à New York, on est impressionné tant que ça par le Goncourt? Non. Ah non, certainement pas. À New York, quand on regarde le monde, quand on regarde la langue française, quand on parle de l'exception culturelle française, c'est pour la snober. C'est pas pour la célébrer. C'est pour dire qu'est-ce qu'ils font, ces Français, ils se prennent pour qui? Même quand ils aiment le cinéma d'auteur français. On a toujours ce rapport. On est dans la verticalité, le bas de l'échelle de plus grand que soi. Or, c'est qui plus grand que soi? Ne nous le cachons pas. Dans ce monde dit globalisé, dans ce monde de la mondialisation, c'est quand même le monde anglo-saxon, c'est quand même les États-Unis d'Amérique. Alors nous allons pousser le bouchon, nous allons pousser la relativité jusqu'où? Le mieux à faire, je pense, c'est donc d'avoir de multitudes de pôles qui naissent à Marrakech, à Port-au-Prince, à Kinshasa, à Lomé, ainsi de suite, qui font jaillir ce souffle nouveau, ces paroles silencieuses, pour reprendre le mot de Rodney, qui vont apporter au monde ces paroles que nous n'avons pas eu, ces imaginaires auxquels nous n'avons pas eu accès. Quand on reste dans le texte lui-même, dans la création artistique, littéraire lui-même, mais la confusion des genres, la rencontre de frontières, la fusion des imaginaires, et les choses consubstantielles à la création littéraire. Moi, à 10, 11, 13 ans, je découvre Sony Laboutancy. Je ressens ce que j'appelle un orgasme littéraire intellectuel sans précédent. J'entre par Sony Laboutancy, mais il a fallu que je vienne en Europe pour que je découvre l'œuvre immense de Gabriel Garcia Marquez pour me rendre compte qu'en fait, du bassin du Congo, Sony nous avait déjà assuré une sorte de préemption sur le réel réel merveilleux de latino-américain.
Il n'a pas eu besoin d'un manifeste pour le faire, avec tout le respect des 44 de 2007, le signateur du manifeste. La chose se faisait. Pour ceux qui lisaient Moudimbe dans les années 60, 70, pour revenir aux essayistes et aux philosophes, Paul Ricoeur était déjà dedans. On n'avait pas besoin d'attendre autre chose. Donc c'est vers ces directions-là, la multiplication de pôles qui permettent justement d'avoir plusieurs points de rayonnement, et puis cette bibliodiversité qui fait en sorte que quand on est à Montréal au Congrès Mémoire d'Encrier, qu'on n'y retrouve pas seulement des textes qui plaisent à l'Éméac, à Boréal, à Urtubus, qui sont, c'est pas pour les critiquer, mais c'est la réalité, des maisons d'édition très très blanches, avec des gens qui lisent ces textes, ces manuscrits, qui résonnent avec le regard de ce qui les a nourris longtemps. Mais que l'on ait quelqu'un qui vient d'une île aussi lointaine que les Caraïbes et qui a conscience de la présence autochtone silenciée, éliminée sur l'île qui est la sienne, pour dire mais ici, qui sont dans l'angle mort, et les sortir, et leur donner la parole, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on y arrive. Parce que pour finir, je pense que ce qui a peut-être amené trop de débats autour de ça, c'est peut-être aussi la question que le sujet était amené à l'époque en 2004 avec le premier texte de Léris, ensuite le manifeste en 2007 dans Le Monde, c'est qu'on avait aussi quand même, d'une certaine manière, une préoccupation franco-française. Vous pensez que les gens qui étaient à Tananarive s'est préoccupés de dire cet été, cette rentrée, autant des prix? Est-ce que ça les intéressait de savoir, à Port-au-Prince, qui parle de quoi? Certains ont même soupçonné Ouabéry et ses amis de dire mais c'est peut-être parce qu'on ne les accepte pas tant que ça dans la littérature française qu'ils trouvent le moyen de passer de l'autre côté pour être reconnus enfin dans la francophonie. Il y a eu toutes ces spéculations parce que ceux qui étaient hors de Paris ne se sentaient pas tant concernés que ça. C'est ça aussi la réalité, pas tant concernés que ça. C'était des querelles de Parisiens entre eux. La preuve, sans vouloir remettre le blâme sur l'artiste, quand il publie ces manifestes qui appellent à casser ses frontières, qui appellent à casser l'hégémonie État-nation qui amène à la littérature nationale française, il le publie où, ce texte-là? Quand il sort chez Gallimard, n'est-ce pas? Pourquoi on ne le sort pas aux nouvelles éditions africaines à Lomé? Pourquoi on ne le sort pas chez Barzac? Pourquoi on ne le sort pas à Port-au-Prince? Parce que ça restait quand même un débat très franco-français. Instance de légitimation. Il y a un très beau bouquin de Pascal Casanova, que feu l'a regretté, Pascal Casanova, de 98, dans son livre La République internationale des lettres, où elle démontre que malgré tout, Paris restait l'instance de légitimation. Non, mais Abdelrahman a raison. Il ne faut pas se laisser définir par les autres. Je crois qu'on a tous subi ce que j'appellerais le traumatisme de la FNAC. Vous allez faire une conférence à Rennes, à Toulouse ou un truc, et après la conférence, vous allez à la FNAC parce que vous voulez voir où c'est que vous êtes classé. Et à chaque fois, c'est littérature francophone, littérature française, littérature du Maghreb, littérature bizarre et étrange, littérature ceci. Mais en fait, à chaque fois, on sort traumatisé de la FNAC parce qu'on est classé quelque part. Et en plus, c'est sous l'escalier à droite, c'est pas éclairé. Et entre il ne faut pas se laisser, je veux dire, on ne va pas se laisser définir. Et un jour, je me suis insurgé, je peux raconter une histoire en 1 minute, t'en fais pas, 1 minute. Parce qu'une fois, j'ai compris pourquoi il ne faut jamais se laisser définir par les autres, parce qu'on finit par ne plus être soi. Et je me souviens, j'étais à Balma, à côté de Toulouse. Et j'étais en train de bavarder avec Alain Mabankou et avec Boualem Sansal. Et à ce moment-là, il y a une dame qui arrive, me dit, monsieur, je vais faire une interview avec vous. Moi, je démarrais dans la carrière, j'étais extrêmement flatté que cette dame de la radio locale de Balma veuille faire une interview avec moi. Et donc, je m'assois, je lisse mes cheveux, je rajuste un peu ma cravate. Et elle pose, j'avais pas de cravate, enfin, elle pose son magnétophone devant moi, Nagra, et elle appuie sur le bouton idoine, elle prend le micro, elle me met dans le nez, tchac. Enfin, c'est pas toi, hein. C'est juste tchac. Elle fait juste tchac. C'est pas toi. Elle me met son micro, boum, dans le nez. Je change d'onomatopée, boum, dans le nez. Et elle me dit, monsieur Laroui, vous êtes l'auteur de L'étalon noir. Moi, j'ai dit, attendez, madame, j'ai jamais écrit un bouquin qui s'appelle L'étalon noir. Et là, elle me regarde un peu désemparée. Elle me dit, vous êtes sûr? J'ai dit, madame, j'ai écrit exactement 2 livres. Je débute dans la carrière. Si j'avais écrit 158 livres, comme Michel Onfray, j'en oublierais quelques-uns. Et je serais peut-être l'auteur de L'étalon noir sans le savoir. Mais j'ai écrit que 2 livres.
Les dents du topographe. Et là, elle est de plus en plus désemparée. Elle me dit, et vous pourriez m'en parler quand même? Alors là... J'imagine que tu as dit oui, évidemment. Oui, alors, Fatimata, je te jure que je me suis dit, si on est dans l'absurde, allons jusqu'au bout de l'absurde. Et j'ai failli commencer à parler de l'étalon noir. D'ailleurs, après, je l'ai trouvé, ça se trouve dans la collection, la bibliothèque verte. Et j'ai trouvé le bouquin, et dans ma bibliothèque à Amsterdam, il est dans ma bibliothèque, parmi les livres que j'aurais écrits dans mon sommeil. Mais là, j'ai dit à la dame, excusez madame, rappuyez sur le Nagra, parce que là, on va prendre un café, et je vais vous dire exactement qui je suis. Et si je vous intéresse, n'étant pas l'auteur de l'étalon noir, on peut faire une interview. Mais c'est caricatural, et d'ailleurs c'est absolument vrai. Mabankou était à côté de moi, il peut en témoigner. C'est absolument vrai. Mais c'est caricatural, mais ça illustre cette idée. Ne pas se laisser définir par les autres. Je fais ce que je fais, je suis qui je suis, et je n'ai pas envie d'être classé ceci, cela. Voilà. Merci madame. Merci beaucoup.